les pays qui ont un facteur d'émission, donc l'échelle verticale, c'est le facteur d'émission de l'électricité en grammes de CO2 par kilowattheure. Donc c'est combien de grammes de CO2 je mets dans l'atmosphère quand j'ai produit un kilowattheure électrique. Et l'axe horizontal, c'est la quantité d'électricité qui est produite pour une heure donnée. Donc chaque point, dans un nuage de points, représente, projeté sur l'axe horizontal, la quantité d'électricité qui est produite, projeté sur l'axe vertical, la quantité de CO2 par kilowattheure produit. Quand on a un nuage de points qui est très horizontal, ça veut dire que la quantité de CO2 émis par kilowattheure est à peu près indépendante de la quantité d'électricité qu'on produit. Ça revient à dire que l'ensemble des moyens qui sont mobilisés dans le pays est très bas carbone. Alors c'est vrai pour la France, qui a un mix nucléaire et hydraulique et éolien, essentiellement, un peu de solaire. C'est vrai pour la Suède, qui a un mix hydraulique et nucléaire essentiellement. C'est vrai pour la Norvège, qui est à peu près 100% hydraulique. Et c'est vrai pour la Suisse, qui a un mix hydraulique et nucléaire. Donc on voit en fait que les 4 pays qui, quelle que soit la quantité d'électricité qu'ils produisent, ont un facteur d'émission très bas. C'est 4 pays qui ont un mix qui mélange essentiellement de l'hydraulique, 100% pour la Norvège, beaucoup moins pour les autres pays, enfin la moitié en gros pour la Suisse et la Suède, et du nucléaire. D'accord ? C'est ça la recette gagnante. Quand le nuage de points est très vertical, ça veut dire que le pays produit toujours à peu près la même quantité d'électricité, mais en fonction des conditions météo, il y a du vent, il y a du soleil, ou il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil. À ce moment, le nuage de points, la quantité de CO2 par kilowattheure est très fortement variable. Donc on voit la Pologne, par exemple. La Pologne a une différence entre été et hiver qui est moins marquée que pour d'autres pays, probablement parce qu'ils ont peu de chauffage électrique, c'est ça et puis peu d'usage thermosensible. Et en fonction du vent et du soleil, eh bien, le facteur d'émission de l'électricité se balade entre 900, parfois 1000 grammes de CO2 par kilowattheure et 450. Les pays qui ont un nuage patatoïde, comme par exemple l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, sont des pays dans lesquels il y a à la fois une variation de la quantité d'électricité qui est produite qui peut être importante et les moyens de production mis en œuvre qui peuvent fortement varier également. Donc l'Espagne, par exemple, qui a un très grand parc éolien, eh bien, quand il y a énormément de vent, peut compter essentiellement sur son parc éolien et son parc hydraulique et son parc nucléaire, parce qu'elle a tout ça, l'Espagne, et brûler très peu de combustible fossile, et à ce moment, elle descend jusqu'à un facteur d'émission qui est proche de celui de la France, qui est celui de la France. Et puis, quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, à ce moment, elle met en route ses centrales à charbon et ses centrales à gaz, et surtout à gaz, et à ce moment, elle remonte très fortement dans les facteurs d'émission. J'étais quand même très étonné de voir que l'Allemagne n'est pratiquement jamais arrivée à être au niveau de la France, alors qu'elle a quand même énormément investi en ENR. Alors, l'Allemagne a plus investi en solaire et en éolien que la France n'a historiquement investi dans le parc nucléaire existant. Donc, le parc nucléaire existant en France nous a coûté moins cher que ce que l'Allemagne a mis dans ses éoliennes et ses panneaux solaires. Et pour autant, son facteur d'émission moyen, quand on fait la moyenne, là sur la verticale, on voit que ça se balade aux alentours de 400, 450, d'à peu près 450 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors que la France, son facteur d'émission moyen, il se balade aux alentours de 60. Donc, 50. Bon. Donc on voit que investir massivement dans les moyens intermittents, aujourd'hui, ne suffit pas à se passer des moyens fossiles. On a toujours besoin pour avoir un approvisionnement garanti. Et donc toute la question de savoir si l'Allemagne va pouvoir tasser son nuage de points jusqu'au niveau de la France, il est dans la façon de corriger l'intermittence des renouvelables avec quelque chose qui permettrait de ne pouvoir compter que dessus. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des moyens de stockage. Et des moyens de stockage, aujourd'hui, il y en a, on va dire, 2. Il y a un moyen de stockage qui est les barrages réversibles. En gros, c'est avec l'électricité qu'on produit quand il y a beaucoup de soleil ou beaucoup de vent, on fait remonter de l'eau dans un barrage. Et quand il n'y a pas assez de soleil ou pas assez de vent, eh bien, on turbine l'eau du barrage et à ce moment, on a de l'électricité. L'autre solution, mais qui est à beaucoup plus court terme, c'est les batteries. Mais les batteries, ça permettra de faire, si on a beaucoup de voitures électriques par exemple, ça permet de faire du stockage journalier. Ça ne permet pas de faire du stockage qu'on appelle intersaisonnier, donc par exemple entre hiver et été. Ça ne permet pas non plus de faire du stockage interannuel parce que les conditions météo moyennes sur une année sont variables d'une année sur l'autre. On peut avoir une année avec plus de vent, plus de soleil et une année avec moins de vent, moins de soleil. Et la différence entre une très bonne année et une très mauvaise année
peut aller jusqu'à 20 ou 25%. Donc ça veut dire que si on veut courir aucun risque, il y a à peu près un quart de la production électrique, ou de la consommation électrique plus exactement, qu'il faut être capable de stocker d'une année sur l'autre. Ça, c'est un rapport RTE-AIE qu'il a sorti il y a... Bon. Donc, à ces horizons de temps-là, ni les stations de pompage actuelles, ni les batteries ne peuvent permettre de stocker. Et le seul moyen qu'on aurait de stocker, c'est de produire du gaz avec l'électricité, quand il y a un surplus d'électricité, qu'on stockerait pendant des mois et avec lequel on referait de l'électricité quand on manque d'électricité. Mais le rendement global de cette affaire-là, il est de l'ordre d'un quart. Pour faire de l'hydrogène avec l'électrolyse, le rendement est à peu près de 70%. Ensuite, pour stocker cet hydrogène, on va encore perdre 10 ou 20% en le comprimant. Et ensuite, en brûlant cet hydrogène dans une centrale électrique, on va en perdre la moitié pour refaire de l'électricité. Donc le rendement global, c'est 0,7 fois 0,8 fois 0,5, c'est à peu près un quart. Donc ça veut dire que l'électricité qu'on stockerait d'un trimestre sur l'autre ou d'une année sur l'autre, il faudrait en produire 4 fois plus que ce qu'on récupère à l'arrivée pour que ça flotte. Voilà. Donc ça veut dire des dispositifs dont on ne sait pas si on arrivera à les produire à l'échelle un jour. En tout cas, dans les 25 ans qui viennent, ça me paraît peu probable, parce que neutre en 2050, ce qui est l'engagement européen, ça veut dire que le nuage de points qu'on a vu tout à l'heure sur l'Allemagne, il doit se retrouver tassé au niveau de la France en l'espace de 25 ans. C'est ça que ça veut dire. Bon. J'ai quand même de gros doutes sur le fait qu'en un laps de temps aussi restreint, et compte tenu du très mauvais rendement que je viens d'évoquer pour le stockage à long terme de l'électricité, enfin du gaz qui permet de faire de l'électricité, personnellement, je ne parierais pas mon argent sur le fait qu'on va y arriver si on décide de partir dans cette direction.